Bonjour, chers amants de l'histoire, Stéphane Lévesque avec vous. Toujours, on continue notre saga du Plessis. Notre conversation. Oui, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours d'accord. Animé. Michel Plourde, qui nous a amené des livres. Ben oui. On les avait abordés dans un épisode précédent de façon très succincte. Oui. Mais là, on va en parler. Oui. Quelqu'un qui veut approfondir sa connaissance de Maurice Duplessis, là, il y a des livres Exact. pivots. Oui. Hein, il y a la série télé, mais ça, c'est une série. C'est une série, Il y a c'est des ça. documentaires, ça peut être une autre Ça voie peut être une aussi, autre voie. mais il y a une série à Radio-Canada, aussi Radio-Canada, audio. Oui, il y en a. J'ai jamais écouté celui-là, par exemple, Ok. je vais te le dire. Donc, là, commençons par les plus vieilles. Moi, j'ai lu ça quand j'étais jeune. Au secondaire, moi, Michel, je vais te confier, j'empruntais des livres, moi, qui n'avaient jamais été sortis ou qui étaient sortis il y a 20 ans. OK. Puis des fois, je recroisais le dernier, tu sais, on avait ça, la petite feuille. Mais hein? oui, la petite feuille La était petite là. feuille, tu avais le nom de celui qui l'avait emprunté avec toi. Fait que des fois, je croisais de mes aînés dans le village. Hey, il disait, puis toi, c'est moi le premier qui sort ce livre-là. Il y a de la poussière. Moi, j'ai lu ça, ces affaires-là. J'avais 13-14 ans. Là. Ouais. Évidemment, je les ai relus. Ça, c'est... C'est le premier ouvrage. Robert là. Rumilly. Ouais. C'était qui, ça, ce Robert? C'était un intellectuel, il était journaliste, il était auteur et il était un proche de Maurice Duplessis, disons-le. OK. C'était, bon, tu sais, on dit rare, j'aime pas dire ça, mais mettons qu'on connaît plus les intellectuels de gauche, lui, il était un intellectuel de droite. Donc, et Robert Rumilly a fait, c'était très bien colligé, tout ça. Donc, c'est le premier ouvrage. C'est souvent les premières sources que les historiens vont prendre ou les gens qui veulent... C'est un incontournable. Fait que lui, C'est comme- il recensait. Est-ce qu'il commentait? Parce que le prochain qu'on va parler, lui, il a commenté. Lui, il commente. Lui, c'était plus journalistique. tu sais. Il commente moins que Black, évidemment, tu sais, parce que Black s'appuie sur Rumilly et va venir commenter parce que aussi il y a l'expérience du temps puis des gens qui ont... Mais il commente moins. Et je vous dis pas qu'il n'y a pas de commentaires. Effectivement qu'il y en a. Mais Ben, il a travaillé avec. C'est On ça. présume qu'il ne critiquait pas tant Maurice Non, Duplessis c'est que ça. mais Exact. il l'encensait pas non plus. c'est ça, c'est très factuel. OK. Mettons là, que le mot pour Rumilly est plus factuel. Là, Conrad Black, là, ça, c'est le mania de la presse. Oui. ça, Et on tombe plus- qui est mort bizarrement un peu. Hein? Écoute, tu m'apprends, je vais être très, très transparent. Je ne savais même pas qu'il était décédé. Donc, Commente, là, je vais faire ma recherche pendant que tu parles. là. d'accord. Donc, Et Conrad puis, Black. Conrad Black, bien écoute, Conrad Black, c'est un... On l'oublie souvent, au-delà du fait qu'il était un magnat du média, puis on le voit souvent comme un homme d'affaires... crasseux, donc Conrad Aux Black... méthodes, disons, discutables. Trumpiste. Oui, mais Conrad Black est d'abord avant tout un excellent journaliste et quelqu'un qui écrit très bien, une très bonne plume. Et Conrad Black s'est intéressé beaucoup au personnage de Maurice Duplessis et pour aller en faire des... puis a été chercher beaucoup d'archives, il est beaucoup axé sur, c'est étonnamment, beaucoup axé sur des lettres personnelles, des correspondances personnelles, là, qu'on appelle souvent les fonds d'archives, hein, Maurice Duplessis, des choses comme ça. Mais il est allé en chercher ailleurs, donc chez d'autres fonds d'archives, donc des correspondances qui n'étaient pas nécessairement gardées. Puis ça va du politique jusqu'à l'intime. Là. Donc, c'est très intéressant pour apprendre sur le personnage au-delà de la politique qui vient nous faire comprendre le thinking, là, je ne sais pas comment le dire en français, là, mais Sa manière d'être. son modus operandi. Oui. C'est comment, tu sais, par l'écriture, tu peux mieux comprendre, surtout si on a accès à des lettres intimes. Là, C'est tu sais, ça. Il n'est pas supposé d'être d'une game dans Non, l'intimité. c'est ça. J'ai fait mes recherches. M. Black est toujours vivant. Désolé, M. Black, si vous nous entendez. Mais l'aspect nébuleux, c'est qu'il avait été impliqué dans un scandale criminel. Et il a fait il a été condamné à 6 ans de prison. Fait que là, je mélangeais deux histoires. Puis il avait perdu son titre de Sir, parce qu'il était Sir en Angleterre. Il avait même perdu sa citoyenneté canadienne pour se faire. Donc, et puis il a dû redemander sa citoyenneté canadienne, en tout cas. Peu importe. Alors, Conrad Black, c'est un excellent ouvrage aussi. Ouais. Je l'aime plus que Rumilly, parce qu'il est quand même plus consistant, plus de photos aussi, il faut le dire. Mais vient bien cerner l'œuvre complète de Duplessis, là, tous des projets, là, les sanatoriums. Il y a un chapitre complet sur toutes les créations de sanatoriums et tout ça.
C'est vraiment des Je tombe sur une photo, je ne veux pas briser ton livre. Camillien Hood puis Maurice Duplessis. qui serraient la main en plus, Ah ouais. quand même. Non, mais tu sais, c'est quand on parle de personnages. On n'était pas dans le fade, là. Non. Tu sais, c'était pas fade, là. Cette époque-là, politique, là, c'était quelque chose. Hein. C'était des personnages. C'est ça. Je l'ai-tu assez dit? Le manque d'Internet, je te dirais, ouais. fait en sorte qu'on les voyait plus grands que nature. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est nos chums ou c'est des gens qu'on voit parce qu'on les voit constamment sur les médias sociaux. Mais il y avait, je pense que, tu sais, comme Duplessis, c'est un avocat. Oui. Tu sais, un avocat, ça plaidait. Là. Tu sais, c'était comme, là, c'était C'est de ça. même, là. C'était pas... Non. Tu sais, on a parlé de Robert Bourassa dans un épisode précédent. Un économiste. C'était d'autres choses. Oui. Tu sais, Lévesque, c'était quelque chose d'autre. Aussi, c'est Trudeau, c'était un tribun. Oui, là. C'était un orateur, là, Oui. Pierre-Éliott Trudeau. Tout à fait. Puis Duplessis, Puis d'ailleurs, c'était- il y avait une rivalité parce que là, Duplessis était sur la fin de parcours et Pierre-Éliott Trudeau était en montée. Donc, c'est deux personnes qui... Oui. Trudeau a combattu Ben oui. le régime Ben, Duplessis. si t'es libre, là, c'est la revue avec Pelletier. Et Puis voilà. Marchand Les- n'était pas dans les la- trois colombes, là, Ouais, qui ouais. appellent ça. Pelletier, Marchand et Trudeau. Donc, c'est ça, c'était une place pour critiquer parce que les autres, tu sais, l'idée de dire, puis moi, je peux être d'accord, pas être pas d'accord, mais tu sais, l'idée de la grande noirceur, c'était beaucoup C'est eux. construit par cette Ben, gang-là. j'aime ce que tu viens de dire là parce que c'est comme si on prenait pour acquis que déjà, à l'époque, on l'a abordé dans la première émission, on n'est pas dans la grande noirceur. Les gens avaient confiance en l'Église. Ça vient Ouais. tranquillement, mais sûrement que là, il y a un désabonnement à l'Église qui commence. Et puis des fois, on dit désabonnement, c'est-à-dire qu'on peut encore être adhérent, mais on désapprouve. Ouais. Parce Donc, que ça, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis là. Moi, quand j'ai fait mon bac, ma maîtrise, je pense que c'était la maîtrise en sciences politiques que on avait eu Paul-André Comeau, qui a écrit au Devoir, qui était ambassadeur, tout ça. Puis il était prof invité. Moi, j'en reviens pas que cette figure-là vienne nous enseigner. Là. Mais tu sais, il nous contait des anecdotes. Tu sais, Trudeau, l'évêque, lui, il les a vus dans l'intimité. Fait qu'il nous racontait des affaires, c'était incroyable. Puis il disait, tu sais, par rapport à la foi, tu sais, la religion, l'adhésion. Oui. Il dit, tu sais, les gens n'étaient pas si croyants que ça parce que tu allais à la messe parce que tu voulais avoir des services sociaux. Oui, Puis avoir accès à T'avais l'éducation. un cercle social qui allait avec ça Oui, aussi. là. mais pour avoir droit à l'assistance publique, il fallait que tu te montrer à face à la Ben oui. messe. Puis le jour que ça peut être l'Église qui fournissait ces services-là, les églises se sont vidées. Exact. Et une société qui semblait être hyper religieuse, qui est passée à une laïcité très forte. Séculariste, oui. Ouais, c'est ça. très forte. Oui. Puis pourquoi qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de troubles? Tu sais, pourquoi qu'on a eu une révolution tranquille, sans effusion de sang? C'est parce que les gens n'adhéraient pas tant que ça. Et voilà. Il y avait une religion, peut-être une foi personnelle, si on ne la jugera pas, mais tu sais, la ferveur là, des fêtes Dieu, puis là, des milliers de personnes des rues, puis tout ça, c'était beaucoup une... C'était plus, un show. c'était plus un des mœurs sociaux. Ouais. Je sais pas si le terme Ouais, est bon, ouais. que ta ferveur religieuse, Ouais. je crois. Fait qu'il nous avait expliqué ça, M. Comeau, puis dans le fond, il Ça- avait bien raison. Ça fait du sens. Donc, on continue ça, nos livres. On était dans les vieux. Là, on continue dans l'ordre. Roch-Bolduc. Roch Bolduc, c'est j'aime le terme qu'il utilise, le mandarin de l'ombre, c'est que dans la fonction publique, tu as travaillé à l'Assemblée nationale, donc tu connais très bien le terme mandarin, qui sont les hauts fonctionnaires de l'État. Donc, souvent, les sous-ministres sont des mandarins, hein, puis t'as pas de ministre sans sous-ministre, t'as pas de sous-ministre sans ministre, ça va ensemble. Donc, c'est vraiment celui qui est en arrière. Parfois, je vais être méchant, le sous-ministre tire les ficelles, là, parfois moins. Mais M. Bolduc était quelqu'un qui en menait très large. Il a commencé ses années sous Duplessis. À ce moment-là, il n'était peut-être pas encore celui qui tirait les ficelles, mais il était dans l'action des années Duplessis. Un peu plus dans les années Sauvé, les jours de Sauvé, Ah plutôt, oui, les parce 100 jours. On dit 100 jours parce que Duplessis est mort. Paul Sauvé est devenu premier ministre, Oui. mais il est décédé. C'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'il raconte... Pas été assassiné, c'est Paul probablement... Sauvé. Là.
Non, pas le sauver, c'est une crise cardiaque. OK. Ben bête. Il n'y a pas eu de rumeur, là, comme quoi qui. Comme Daniel Johnson, non. Non, parce qu'il Non. disait, hey, wow, 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 là, toi, là, tu veux tout changer, là. Non, Non, c'est ça. Non, c'est vraiment circonstanciel. Mais dans le cas de. Parce que c'est arrivé chez lui, là, avec sa famille était là. Donc, dans le cas, à moins que quelqu'un de sa famille ne l'aimait pas. mais ça. Ben, on ne veut pas lancer de rumeurs. Mais, Mais ça arrive. Comme je te dis, sur Daniel Johnson, il y a beaucoup. Je suis obligé, je n'aime pas. Je vais faire une parenthèse, je vais la fermer rapidement. Je n'aime pas prétendre une certaine conspiration, mais ça se pourrait, dans les mœurs du temps, que Daniel Johnson ait pu. Et puis là, si sa famille écoute, là, pardonnez-moi, là, j'ai pas que je cautionne, je fais juste mentionner qu'il y a toujours deux côtés à une médaille et je suis obligé de mentionner que l'argumentaire à l'effet qu'il pourrait avoir été assassiné se tient, malheureusement. Ah, ouais. Mais c'est du côté de Donc, Johnson. un Mais mandarin, rien de long. un haut dirigeant de l'État, et il a écrit un livre, dans le fond, Les Oui, mandarins oui. de l'Est. Puis il a été aussi sous Bourassa, il a été sous Bertrand avant ça, il a été sous Johnson. Donc, on parle d'un monsieur là, qui a été longtemps, puis il a fini comme sénateur dans les années Mulroney. Oui, mais Donc, il n'a pas été sous l'évêque, parce que je pense que Je pense que dans les c'était années pas un Lévesque. péquiste, Non, là. ça, sous les années Lévesque, je crois qu'il a été dans le privé, là, tout ça. Il était se faire voir ailleurs. Mais quand Bourassa est revenu au pouvoir, il Oui, il est l'a revenu. rapatrié. Exact. Donc, Mon Dieu, tu avais déjà lu sur lui, toi, je pense, parce que c'est pas... Duplessis, son milieu et son époque. Ça, c'est plus récent, ça. C'est là. plus récent et c'est un ouvrage qui est... Si quelqu'un veut avoir une idée plus juste, pas biaisée, là, allez Il y lire a ça. du pour, il y a du contre. Exact. Avec un œil de 2020. Là. Exact. De mettre en relation, parce que, évidemment, tu sais, dans la lecture qu'on fait de Maurice Duplessis, puis moi, je vais plaider coupable, tu sais, moi, l'interprétation de Duplessis, c'est des gens qui l'ont subi. Tu sais, Ouais. qui étaient comme à fleur de peau. Là. Tu sais, comme Trudeau, t'es à fleur de peau contre Duplessis. Fait que, tu sais, c'est normal. Tu sais, t'as pas de recul. T'es en maudit, puis c'était pas bon, puis il était pas fin, puis tout ça. Puis là, passe 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Là, ça permet de relativiser un peu son action ou son inaction. Tu vois René Lévesque lui-même comme premier ministre qui l'a combattu. Ouais, Il faisait ouais. partie des gens. Quand il est arrivé premier ministre, c'est lui qui a fait ressortir la statue qui était dans le sous-sol, qui l'a fait poser. La puis- fameuse statue Ouais. de Maurice Duplessis qui est sur Grande Allée, si je me rappelle bien. Dans le fond, elle était sur les terrains de l'Assemblée nationale. Elle était dans un sous-sol. Mais il y a des gens qui avaient dit, là, on ne célèbre pas Duplessis, on cache ça. Celui qui a été sénateur puis qui a été journaliste, puis je pense qu'il a même été travaillé à l'Assemblée législative ou nationale, là, peu importe, là, quand je sais pas quelle année, comment il s'appelait, donc Jacques Hébert. Il avait fait Oui, une grève de la faim, sénateur là. Hébert, Ouais. ben oui. Bon, ben lui. Pour sauver Katimavik. C'est ça, lui, c'était un anti-Duplessis, puis tout ouais. ça. Ben lui était de ceux qui avaient mis des grosses pressions sur le gouvernement pour mettez-moi ça dans le fond d'un sous-sol, puis ça finit. tu sais, Tandis que l'évêque, lui, ouais. a dit, ben, tu sais, c'est pas en niant notre histoire Non. qu'on va la comprendre. Et Fait qu'il- il- il a dit, il y a des gens qui ont cru en cet homme-là. Il a quand même été élu Ah oui. plusieurs fois, là. Il avait fait un voyage à cette île, puis il a dit force est d'admettre que. Puis il avait été à Bécomo, force est d'admettre que Duplessis a mis la Côte-Nord au monde. Ah ouais. Puis c'est ce qui a fait, qui a incité beaucoup Duplessis à ressortir ça. Pas Duplessis, l'évêque à ressortir. Oui, Martin, ben là, on va faire une filiation péquiste. Oui. Martin Lemay, Martin un ancien Lemay, député du Parti québécois, qui, lui, s'est porté défenseur de Maurice Duplessis. C'est dans le Parti québécois, hein, souvent, on va dire Parti québécois, c'est Parti de gauche. Social-démocrate, Ouais, mais à la base- pro-syndicat, pro-ci, Ouais, pro mais à la base, ce n'est pas un parti de gauche ou de droite, un parti C'était une québécois. coalition. Exact. Parce qu'il y avait des. La première la coalition au Québec, c'était le Parti québécois. C'est ça, parce qu'il y avait une fraction du Crédit social qui s'appelait, mon Dieu, Le ralliement créditiste. ouais, qui était devenu le RN, Rassemblement national. Il y avait le Avec, RIN puis le chose, RN. là, qui se fait arrêter, là, Grégoire. Oui, C'est Grégoire. RIN. Puis il y avait l'autre, là, celui, excuse, là, j'ai un blanc de mémoire, mais il écrivait, puis il était albinos, là, comment il s'appelait? Donc, Pierre c'était un Bourgault. journal- Pierre Bourgault, Ben merci. oui, ça, c'était le RIN. Le reste, lui, ben, Puis le dans le Bourgault, RN, là, c'était comme plus gauche. c'est ça. Mais il y avait le RN,
le RN, la Rassemblement national, qui était Dr Jutras, qui a été assassiné chez lui, là, des vandales qui sont venus chez eux. Un vandaliste qui a mal tourné. Ouais, un vol, OK. Ouais, puis, c'était pas un assassinat politique, là. Non, c'était pas planifié qu'il l'assassine, mais ça a fini comme ça, malheureusement. Puis il était le dernier chef du Rassemblement national. Parce que Lévesque, quand il forme, lui, il y avait le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, il y avait le Ralliement national, il y avait le Rassemblement pour l'indépendance nationale, il y il y avait eu l'Alliance Laurentienne. Ah, ça, je le connais pas. Oh, ça, c'est dans les années 50. Okay. Un vieux parti indépendantiste. Ah, c'était-tu Laurando, ça? Oh, non? Non. Ça, c'est le populaire, ça. Ouais, ça fait longtemps. Le Bloc populaire. Le Bloc populaire, ça, c'est Laurando, ça. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a comme une multitude de petits partis. Ouais. Donc, c'est ça. Lévesque arrive avec son idée, lui, de MSA. Puis là, on assoit toutes les partis ensemble. Puis, en même temps, Lévesque avait une peur de cette gauche-là portée par le Rassemblement. Il détestait le aérien. Lui, il voulait que ça continue d'exister pour repousser les extrémistes vers ça. Mais ils vont se harakiri. En fait, oui, exactement. Aérienne va se faire harakiri parce qu'ils disent qu'il faut joindre le Parti québécois. Exact. Parce que là, le Parti québécois est né en 68. C'est comme ça qu'ils ont déjoué Lévesque. Oui, il est né en 68. Puis ça va être la... Tu connais bien ton histoire. Lévesque avait déjà pas de cheveux à cette époque-là, mais il en a perdu le peu qui restait. Je connais d'autres Lévesques qui n'en ont pas non plus. Oui. Mais ça, on s'en parlera pendant la pause. Alors, pas pareil. Quoi qu'avec Lévesque, on ne sait jamais. Donc, René Lévesque, ça aurait été drôle que je sois un descendant. Mais donc, Lévesque, lui, il voulait garder ça parce que ça va miner son action politique, les radicaux. Ouais. Les radicaux qui vont intervenir dans les congrès, puis ci, puis ça, puis là, on veut faire ci. Puis tu parlais d'étapisme, Maurice Duplessis. Les radicaux qui étaient dans le Parti québécois, ça l'énervait, l'étapisme de Lévesque. Il était un étapiste, lui aussi. Oui. On pourrait faire une émission. Parce qu'il y avait là-dedans une lecture du peuple québécois que Duplessis avait peut-être aussi, sûrement, Bourassa l'avait aussi, de dire on n'est pas des révolutionnaires, les Québécois. Non. Il y en a, il y a des éléments. Moi, je suis un pressé. J'aime ça quand ça bouge, tout ça. Mais la majorité des Québécois sont pas de même. Les Québécois francophones. Oui. On va y aller. Il ne faut pas peser le pot, puis le con, puis c'est ça. Puis ça. Les Bretons versus les Normands, c'est peut-être ça notre paradoxe. Tu connais ça plus que moi, c'est sûr. Non, mais tu sais, on est révolutionnaire tranquille. OK. C'est une révolution tranquille. Donc, on revient à Duplessis, parce que ça part de là. Donc, Duplessis, révolution tranquille. Ça, tu l'amènes bien, Michel. Tu sais, l'histoire, la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est souvent gris. Oui. Hein? C'est pas vrai que la lumière est fermée, puis là, Jean Lesage arrive, puis il ouvre la lumière. Saint-Jean Lesage. Ouais. Parce que ça, il a été mythifié, Jean Lesage. Oui. Puis on l'a perçu comme un nationaliste québécois. Oui. C'est un gars, lui, son action politique, il ne voyait pas ça au Québec. Il était lui-même étapiste. Hein? Ouais. Mais Lesage, lui, il voyait, c'était un député fédéral. Oui. Qui a eu une opportunité, qui était beau garçon, M. Canada. Il avait été nommé M. Canada, d'ailleurs. Comme, je dirais, Jean Charest, son champ d'action premier politique, c'était pas le Québec, Jean Charest. Non, c'était Ottawa. Son rêve, c'était d'être premier ministre du Canada. Oui. Puis il s'est réessayé, puis ça n'a pas marché. Oui, non, mais ce que tu dis est très juste. Puis dans la mythique, maintenant, Jean Lesage s'est perçu, puis je ne nie pas que c'est un grand Québécois, mais c'était pas un nationaliste québécois à bord, Jean Lesage. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Fait que là, toi, Duplessis a-t-il été le réel père de la Révolution tranquille? Si on le regarde sur les possibilités qui se sont offertes au gouvernement du Québec, contre sa volonté, à Duplessis, oui, il a été le père de la Révolution tranquille. Mais contre son gré, parce qu'évidemment, il ne l'aurait pas fait comme Lesage l'a fait. Mais il a jeté les bases. Et voilà. Bien, premièrement, il a amené un État qui n'était pas endetté à Jean Lesage. Exact. Fait que ça te donne des outils pour intervenir. Elle a dit tu ne te dois pas le cul. Exactement. Hein? Bon. Ça permet de dépenser. Exact. Tu as un État. Tu amènes maisonnette. Exact. Mais il y avait maisonnette. Puis il y avait aussi du butin. Il y avait son fameux butin. Il y avait du butin, puis il y avait, comment on appelle ça, donc
voyons, Une marge de manœuvre. Ouais, une marge de manœuvre, mais tu sais, quand tu piles de l'argent quelque part, là, il y avait en dessous des matelas, il y avait des billes. Là, tu sais, il y avait du coussin. Oui, il avait été économe. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui disent qu'il l'a trop été parce qu'il n'a pas donné gentil. En partie, c'est vrai. Mais il donne une capacité à l'État québécois de pouvoir emprunter. Exact. Et voilà. C'est pour ça que de cette façon-là, certains historiens en sont venus à dire, ben malgré lui, contre son gré, il est devenu le père de la Révolution tranquille à un point tel que je te donne un exemple, on parle des impôts. Il était aussi, même s'il était un gars pratico-pratique, Maurice Duplessis, des fois, on appelle ça, ça fait partie des traits de caractère, hein, on appelle ça les principes s'entrecroisent. Tu vas voir des gens qui sont très, très, très idéalistes, mais à un moment donné, quand c'est le temps de s'enverrer sur un dixaine, ça va être plus ces gens-là, idéaux, qui vont être capables. Ça va être que le trait de caractère. Et d'autres gens qui sont extrêmement rigides dans les règles, qui ne sont pas des idéalistes, mais qui en deviennent idéalistes sur... en anglais, on appelle ça des bylaws, les chartes, puis tout ça, puis ils s'enfargent là-dedans. Alors, Duplessis, dans son idéologie très, très étapiste, vient un peu s'enfarger là-dedans, puis son idéologie que le butin, les impôts, ils doivent être au Québec, hein, parce que je pense que c'est la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale, puisque le fédéral s'approprie les impôts. C'est ça la première ou la deuxième? La deuxième. C'est la deuxième? Ouais. Et là, le Canada, Ottawa prend les impôts, parce que dans la Constitution, c'est provincial, les impôts. Ouais. Et on fait comme, je vais vous donner l'exemple, c'est comme ici, mettons, la MRC. Les MRC ne récoltent pas de taxes. Ouais. Ce sont les municipalités qui récoltent des taxes et qui envoient des quotes-parts. On se donne un outil de partage, parce qu'on n'est pas assez gros, on va se faire une coopérative. L'idée du Canada, c'était, je fais un shortcut, là, mais c'était plus vers là. On était plus on était une confédération, mais on opère comme une fédération. La fédération est très centralisatrice. Ouais. La confédération devait être... La façon que les pères de la confédération ont écrit, là, je fais beaucoup de Daniel Johnson là, quand je parle de ça, mais on était beaucoup axé sur une décentralisation. Il y avait des partages, il y avait des ministères qu'on savait... Ben, c'était la guerre, la diplomatie, les postes, les chemins de fer. Pêche et océan, ces choses-là qui étaient... Puis il y avait même une partie de la santé, tout ce qui était recherche et développement, tout ça, les médicaments, c'était déjà fédéral. Mais tranquillement, mais sûrement, je dis sûrement, puis moi je suis très décentralisateur idéologiquement parlant, malheureusement, on s'en va vers une centralisation des pouvoirs à Ottawa et qui n'a jamais cessé de grandir, qui a des fois... Ça l'a déslaqué des fois, là, excuse-moi l'anglicisme encore, là, ça l'a des fois revenu, mais c'est rapidement revenu. Il faut dire, les libéraux sont plus centralisateurs, les conservateurs l'étant moins. Puis la Deuxième Guerre mondiale appelait ça. Tu as une menace, une menace de domination du monde de gens. Personne ne remet en question la raison. L'intervention, la justification de ça, après la guerre, n'était plus là, mais il y a des gens qui ont aimé ça à Ottawa, avoir de l'argent, avoir du pouvoir. Fait qu'ils n'ont pas redonné au pouvoir. Puis Duplessis, ça va être ça. C'est un autonomiste, pour le Québec. C'est le premier politicien à parler d'autonomie. Il ne parle pas encore de souveraineté puis d'indépendance, mais il va parler d'autonomie. Puis il disait, tu sais, il était dessus, mais il n'a jamais menacé. Jamais. Le premier, c'est Johnson. C'est Johnson. C'est le premier qui commence à mettre l'idée des souverainistes, parce qu'il y a quand même des souverainistes là, à l'époque qui sont là, tu sais, et ou indépendantistes, là, je ne sais jamais quel terme utiliser, mais c'est le premier qui met ça sous la table, la menace, entre guillemets, c'est Johnson. Okay. On ne parle pas d'une grosse menace, là, parce que Johnson prônait d'abord et avant tout l'égalité. Ouais. Égalité ou indépendance. C'est ça. C'était ça son discours. Mais Duplessis, donc, c'est un Québécois. Il ne se qualifiait pas de Québécois. Canadien-français. À l'époque, c'était un Canadien-français. Comment dire, le château fort des Canadiens-français, c'est le Québec. C'est le Québec. On va se défendre, on est capable, on se donne un drapeau. On a des valeurs, évidemment, la religion est là-dedans, tout ça, mais il est beaucoup dans l'identitaire, Maurice Duplessis. Oui, tout à fait. Puis on peut-tu dire, Michel, une peur de l'étranger? Tout à fait. Ah oui, c'est indéniable qu'il y a une peur de l'étranger. Ça dépend quel étranger. Duplessis n'aura pas peur des protestants, exemple, parce qu'il fait affaire avec les protestants quand même. D'ailleurs, dans son premier gouvernement, le ministre qui est aux finances, de tradition, c'était toujours
un protestant anglais, parce qu'on ne sait pas gérer, nous autres. Hein? Mais néanmoins, c'est Duplessis qui va nommer le premier ministre des Finances francophone de l'histoire du Québec, là, de contemporain. Là, 1867, je dis contemporain. À partir de 1867, c'est toujours des anglophones qui occupent le poste de trésorier provincial. Et c'est lui qui décide, sous Duplessis, qu'on décide d'appeler ça le ministère des Finances à partir de 1951. Et c'est toujours Onésime Gagnon qui est là. Onésime Gagnon quitte en 58, et c'est lui, là, qui est le... D'ailleurs, dans la série Duplessis, on voit Jean Lapointe qui fait Duplessis, puis qui dit à Onésime, dans on fait une reconstitution d'un conseil des ministres, puis qui lui dit « Hey, félicitations, t'es rendu à ton 6e ministère. » Comme si que Duplessis n'était pas au courant de tout ça, là. Ce budget avec, le surplus, puis premier Canadien français, c'est dit, c'est pour que les gens sachent que c'est sous Duplessis qu'on a eu la première fois qu'on a eu un Canadien français qui était ministre des Finances. Si on revient à notre le proto-révolutionnaire tranquille de Duplessis, je mets des gros guillemets, mais il va quand même, on disait, il a jeté sans peut-être le vouloir, mais les bases de la Révolution tranquille au niveau de la construction, beaucoup de routes à cette époque-là. C'est ça, lui en fait beaucoup de routes, de ponts. Donc, une infrastructure. Électrification rurale. Bien, ça, c'était... C'est Duplessis. Comment non? Électeur, électrice, électricité. Hein? Je l'avais jamais entendu. Ah non, je pense... mais donc, bien bonne. Ben oui, mais je pense que c'est un slogan. Ah oui, mais c'est bon, nationale. C'est un très bon slogan. Et l'Union nationale, ça, c'est... Tu sais, souvent, on n'associe pas l'Union nationale à la modernité. Non. Mais au niveau du marketing politique, il l'avait. C'était quelque chose. Là. Ah, oui. Hey, moi, j'ai déjà été chez un antiquaire à Victoriaville. Et là, je découvre un casse-tête du Conseil des ministres de Maurice Duplessis. Oui, j'ai ça à la maison. D'époque. J'ai ça. Fait que, tu sais, marketing, il dit, on vend des casse-têtes. On les donne. Je ne sais pas si c'était pour... Quand j'ai vidé la maison de mon père, je suis tombé là-dessus. Ah ouais? Avec un casse-tête, Ouais. tu dis, un casse-tête. C'est quelque chose pareil. Oui. Fait que c'est ça. Fait que les macarons, là, les affiches électorales, très, très, très profonds. Là, Sais-tu qu'est-ce qui est paradoxal? C'est que c'est un parti un peu à l'image de la CAQ, je vais le dire, là, avec des pincettes, pas organisé. Tu sais, ils n'ont pas... La CAQ, là, pourquoi je dis la CAQ, c'est que c'est un parti qui n'a pas une grosse base. C'est pas un parti qui a un gros membership. Ouais. Je sais pas si tu savais ça, là. Ben oui, mais l'Union nationale, les gens étaient sympathisants de l'Union nationale, ils pouvaient être membres. Mais il n'y avait pas de congrès. Ben, non, il n'y avait pas de... Des délégués. Il n'y avait pas de régulation, de charte du parti. Il n'y avait pas de... Tu sais, c'était très brouillon. Il y avait des règles, mais c'était pas comme on connaît des partis politiques usuels. C'était loin du Parti libéral, tu sais, comme organisation. Ben, quoique, oui, il y a eu de l'organisation, mais tu sais, cette organisation... Moi, je pense que dans notre histoire au Québec, le Parti québécois a été une exception en termes de militantisme. Là. Oui. C'est une manière de faire la politique qui est inspirée des partis de gauche européens. Là, ça, des délégués, puis des résolutions, puis puis ça, puis le dans ce sens-là, Conseil oui, national. Puis comment le PQ, il y avait quoi, 4 conseils nationaux par année? Moi, j'ai jasé avec Michel Morin. Il dit, Bouchard, il en faisait il en est malade. Oui, puis lui, c'était le SPQ Libre qui était son boulet, là. Mais son aérienne, c'était le SPQ Libre. Mais tu sais, tu te mets à être attaqué 4 fois par année par ceux qui sont supposés être tes alliés. Avec ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein? T'as eux autres. Mais c'était ça, tu sais, les drames de congrès de Parti québécois. C'est ça. Mais t'avais pas ça à l'Union nationale. Non. T'avais pas ça à l'Union nationale. T'as pas eu ça à la CAQ. Non, c'est ça. Puis les libéraux non plus. T'as pas des... Les libéraux sont plutôt bons pour... Ils vont se chicaner, comme les libéraux vont faire. Mais quand on est sur la scène et le rideau monte, tout le monde fait des beaux sourires et tout le monde sont de main dans la main. Mais là, l'aspect, bon, il a été élu démocratiquement 5 fois sur 6. Tu marques ça dans tes notes, là. Mais tu sais, là, les pratiques électorales de cette époque-là, là, tu vas me dire, les libéraux faisaient pareil. Mais, tu me donnes mes répliques avant que je les dise. Là, je te vois venir, commence à te connaître. Mais, tu sais, Duplessis, c'était pas un démocrate, là. C'est sûr qu'il y avait des pratiques, mais c'est parce que souvent on entend parler qu'il y avait des gens, des fiers à bras qui empêchaient les gens de rentrer, tout ça, mais ça, c'est pas... on n'a pas de faits historiques notoires de niveau joie. Je crois qu'il en parle de ça pour dire que
C'est pas quelque chose... Il me semble que c'est de niveau joueur. Je peux me Mais c'était tromper. Là. C'était pas pire que d'autres. C'était pas pire que d'autres, mais c'était pas aussi présent. On l'a dit tantôt, les Canadiens français n'ont pas eu vraiment ces grosses pratiques-là de faire de l'intimidation électorale ou des choses comme ça. Je ne sais pas qu'il n'y en avait pas, mais c'était pas dans nos us et coutumes. Donc, autant du côté des libéraux que du côté de l'Union nationale. Mais il reste que, tu sais, on a eu le phénomène américain du gerrymandering. As-tu déjà entendu parler de ça? Pas en tout. Vas-y, explique-moi. Des gens qui avaient de l'imagination dans les conceptions de cartes électorales. OK. Fait que gerrymandering, je pense que c'était gerrymander. C'est dans le fond, tu sais, ça prend un électeur de plus pour gagner un comté. Tu es conscient de ça? Ah oui. Tu sais, tu t'es présenté, oui. tu as 10 000 voix, ça te prend juste une de plus si l'autre a 10 000. Bon. Toi, tu as 10 000, tu as gagné. Fait que lui, ce qu'il faisait, il arrangeait les cartes électorales puis il concentrait les pros un parti, parce qu'on sait un peu. T'sais, on sait d'un territoire, on ne sait pas qui a voté pour qui. Le vote est secret. Mais il reste que le vote, il est facile à décortiquer. Parce que tu as des sections de vote. Puis là, tu sais que dans cette section de vote-là, il y a tant... Il y a une famille, dans tel endroit, il y a des aînés. Dans tel endroit, c'est plus des agriculteurs. Dans tel endroit, c'est... Il y avait 400 votes, il y a eu 380 pour le Parti rouge. Tu comprends tout ça. Bon. Fait que lui, ce qu'il faisait, il jouait dans la carte de même. Puis il faisait en sorte de concentrer, faire perdre des votes dans des secteurs. Puis on a eu des comtés protégés au Québec. Là. Oui, tu avais des comtés qui étaient des originaux de la Constitution. Exemple, celui où Daniel Johnson était, qui était le comté de Bagot, était un très petit comté, qui était très petit en population par rapport à d'autres comtés. Ouais. Mais il était protégé. Il n'a pas poussé pour pas du tout, ça. Parce que c'était des partis ruraux unionistes. C'est ça. Effectivement. Fait que, tu sais, il y avait des députés d'Union nationale qui étaient élus avec 4 000 électeurs, tandis que des comtés libéraux dans Montréal, là, ça te prenait, il y avait des comtés de 30-40 000 électeurs. C'est ça. C'était un mais peu il les gagnait haut la main aussi, soit dit en passant, parce que les unionistes avaient de la misère à en gagner quelques-uns. Il en gagnait quelques-uns dans l'est de l'île, c'est tout. Mais il n'a pas travaillé puis je referme la parenthèse. L'Union nationale était très avantagée par des disproportions électorales. Oui, mais ça les a... Plus tard, les libéraux ont bénéficié d'autres choses. Puis ça, oui. Puis ça, quand tu gagnes, ils sont tous pour la réforme de la carte électorale. Quand elle te fait gagner, tu arrives... Au fédéral, Justin Trudeau, et au provincial, M. Legault étaient des grands promoteurs et finalement, on est au même système qu'on était. Donc, là, Duplessis décède, Shefferville. Oui. Il y a Paul Sauvé. Oui. 100 jours. 100 jours. Ce que tu disais dans la première émission, le désormais. Oui, désormais. Il se dissociait en faisant ça. Il faisait une diversion de Duplessis. Puis là, on sort on sort relativement d'une campagne électorale au fédéral. C'est comme, moi, j'incarne le renouveau. Je ne parle pas ou presque pas de celui... Ne parlons pas du passé. Hein, M. Carney, Trudeau, Justin Trudeau. Il n'a pas eu rendu hommage. Je l'ai entendu en débat, moi, celle-là. Arrêtez de parler des années, là, on est rendu ailleurs. Là. Ouais. Arrêtez de parler de Justin Trudeau. C'était là 3 semaines. C'est ça. C'était pas beaucoup. Mais, donc, Sauvé arrive, veut se distancier. Sauvé décède très rapidement. Oui. Crise cardiaque. Non. Pression, peut-être. Hein? C'est quelque chose d'être premier ministre du Québec. Hein? Ça m'agane. Parenthèse pour Sauvé, parce que c'est important de le dire, c'était... Il y avait, les journalistes disaient toujours, les historiens ont dit, il y a 2 types de ministres. Mais les journalistes de l'époque disaient ça, il y a 2 types de ministres dans le cabinet du Plessis. Il y a Paul Sauvé et les autres. Okay. Et Paul Sauvé avait l'oreille de Maurice Duplessis. C'était le dauphin, c'était le fils d'Arthur Sauvé. Et Arthur Sauvé a été un peu le mentor de Maurice Duplessis. Okay. Quand il est arrivé comme jeune député conservateur. C'était l'enfant que Duplessis n'aura jamais eu. En quelque sorte, oui. Parce que Duplessis a été célibataire toute sa vie. Oui, il y a eu une... Je me permets d'entrefiler. Ben oui, allons-y, parce que... Un autre mythe sur lui. Il y a des mythes. Qui reste célibataire toute sa vie. Ça se peut. Dans ces années-là, ça questionnait. Oui. Je vais me permettre de saluer Antonio Filament. Okay? Parce que c'est un député qui... il était le whip de Daniel Johnson en 1966. Okay? Puis c'était un député ouvertement souverainiste. Okay. Parce que Johnson composait avec des fédéralistes, des nationalistes et carrément des souverainistes. Il y en avait quelques-uns. Flamand était de cette école-là.
Mais il était hautement conservateur. Il l'est encore, d'ailleurs, M. Flamand. Mais Flamand, lui, j'y avais posé la question. Est-ce que la fameuse question qui brûle, puis on va arrêter là, de se mettre des gants, était-il homosexuel ou pas? Un gars célibataire, pas d'enfant. Il a été formel, on est dans le privé, là, on peut le dire aujourd'hui. La réponse, c'est non. Il a eu des fréquentations quand il était des jeunes filles. Il y en a une que je ne sais pas si elle des était... jeunes filles, on va dire des jeunes femmes. Des jeunes femmes. Oui, il était lui-même garçon à l'époque, donc fille et garçon. Oui, mais il était majeur. Oui, c'est ça. C'est donc, puis à l'époque, majeur, c'était peut-être 21 ans à l'époque. Donc, on parle de 17, 18 ans, 19 ans, peut-être pour ça là, que j'ai utilisé Flamand, lui, il t'a rapporté... Flamand dit, écoute, lui, c'est sûr qu'il a reçu la première bourse Maurice Duplessis, de la main de Maurice Duplessis. Donc, c'est sûr qu'il est plus jeune que Maurice Duplessis. Là. M. Flamand a 91 ans, puis M. Duplessis aurait quoi, 110 ans, 115 ans, 120 ans aujourd'hui? Il est né en 1898, je pense, ce coin-là. Donc, on parle de 125, 130 ans, là, qui serait, que là, on s'entend qu'il n'a pas connu M. Duplessis dans l'intimité. Mais il a connu suffisamment de personnes comme M. Johnson, parce que, étant le whip de M. Johnson, donc il a quand même côtoyé Johnson de très près. Et il a posé cette question-là à Johnson. Et est-ce que Duplessis était... est-ce que Duplessis était de façon secrète homosexuel? La réponse est non. Il y a eu des fréquentations. Il y a même eu des fréquentations là, off-record, semble-t-il. Mais c'était il y avait, semble-t-il, des problèmes. Ça, il n'était pas formel avec moi, M. Flamand, là-dessus, des problèmes de fertilité ou des problèmes aussi, peut-être, certains problèmes. Là, mécaniques. Et puis, il me disait, ça, il n'aura jamais su vraiment, mais qui était relié à ça et qui a fait en sorte que... Et il y avait surtout... il y avait eu une relation avec, avec une fille de commerçant. Il était prêt à vouloir se marier et ça avait été les familles dans ce temps-là, les permissions du père, la permission de la mère. Demander à la main. Et c'était, sans essuyer un refus, ça a été comme, on va comme, finalement, on va comme te déshériter si tu t'en vas avec elle. Fait que là, il y a eu un chagrin d'amour. Il y a eu un gros chagrin d'amour. Fait que là, ça l'a miné dans ses relations, dans la volonté d'engagement. Exactement. Il avait peur de l'engagement. Donc, mais lui, il dit, je ne suis marié qu'au Québec. Oui. C'était le papa du Québec. Quand il est décédé, c'était écrit, le Québec vient de perdre son père ou son papa. Okay. C'était écrit, je ne sais pas sur quel journal qu'il avait écrit. Je ne sais pas si c'est Le Devoir donc, ou... Donc, refermons cette parenthèse-là. Et là, on n'est pas dans le camp dira-t-on. Là, quand même, on a un témoin. Non, c'est ça. Si tu rapportes les propos de quelqu'un qui... C'est ça. C'est sûr qu'on va dire, c'est encore... c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Oui, mais quand même. Il était quand même plus près que nous. Là, mais parlons-en, tu sais, il aurait été homosexuel qui n'aurait pas pu vivre ça publiquement à cette époque-là. Non. Ce qui n'est plus le cas maintenant, heureusement, très heureusement. Très heureusement. Mais c'est ça, à cette époque-là, il devait y en avoir des politiciens qui étaient homosexuels, mais c'était caché. Je n'irai pas dans les noms, mais j'ai des noms de M. Flamand, mais je ne les dirai pas ici. Mais j'ai des noms. Ce qui était triste en plus là-dedans, c'est de ne pas vivre sa sexualité pleinement. D'avoir à la refoulée, oui. Puis d'être à la merci de chantage à cause de ça. Oui, si tu fais pas ci, ça, on va dire que... On va le dire, puis là, ta carrière était finie. Exact. C'était final bâton. Donc, c'est ça. Fait que là, Duplessis décède, désormais, pas le sauver. Et puis, excuse-moi, parenthèse, Duplessis pouvait, quand il aimait quelqu'un, pouvait faire des pieds et des mains pour étouffer des choses. Il pouvait user de méthodes très, très, très peu orthodoxes pour... Parce qu'il n'y avait pas une grosse cloison entre la police et l'État. Là. Non, c'est ça. Il pouvait mettre fin à une enquête. Exemple, quand Johnson, la femme de Johnson, se fait presque assassiner par son amant, donc il va faire des pieds et des mains pour des informations qu'il y avait sur certains journalistes. Dire, toi, je sais ça de toi. Si tu sors ça, cette nouvelle-là... Non. Puis Johnson lui offre sa démission. Et puis, il dit, il a pris la démission de Johnson, il l'a mis aux poubelles, il a dit à Johnson, tu vas aller prendre soin de ta femme. C'est ta femme, peu importe ce qu'elle t'a fait, tu vas aller prendre soin de ta femme, puis tu me reviens dans tant de jours en forme. Ça a été comme ça. Il pouvait... Ouais. Puis on l'a su bien après. Bien après. Ça a été étouffé pendant des années. Mais parlons de Johnson, là, parce que là, il y a Barrette, Antonio Barrette. Oui. Lui, Barrette, c'est comme... Mais, tu sais, moi, j'ai étudié la science politique, là. J'ai étudié beaucoup la politique québécoise. Puis Antonio Barrette, c'est comme
une anecdote dans Ouais, l'histoire. et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un... Parce qu'il était premier ministre. du Oui, Québec, il était Anthony. 6 mois. OK. OK, puis quand même plus que 100 jours. 6 mois ou 7 mois. Et il est... bon, c'est un peu comme Maurice Bellemare, un gars qui a appris sur le tas. Oui, Maurice Bellemare, qui était très coloré. Oui, mais Maurice Bellemare, ça avait une 3e année, sauf que c'est un gars qui connaissait le droit. Il pouvait sortir des règles, il savait l'interpréter, il pouvait avoir des... Et il jouait souvent sur le fait, vous savez, je ne suis pas avocat, mais... Sauf que contrairement à Jean Chrétien, qui, lui, utilisait cette phrase-là alors qu'il était avocat, lui, il ne l'était vraiment pas. Mais aussi, c'était quelqu'un qui connaissait les règles parlementaires sur le droit des mains. A déjà fait la leçon à Jean Lesage là-dessus, alors que, tu sais... Donc, ben Barrette, c'était un peu comme ça. C'était un érudit. Populiste. Ouais, mais très, très cultivé. Pas Alors, un épais. C'était pas un épais, Bon. effectivement. Et donc, Barrette, c'est ça aussi. Tantôt, on parlait d'opéra. C'était un gars qui aimait l'opéra. C'était un gars qui aimait toute la littérature, les essais, les grands penseurs, les philosophes. C'est un gars qui a appris sur le tas. Et pourtant, il a occupé c'était un vendeur d'assurance. Okay. Mais il a fait d'autres choses. Je pense qu'il a travaillé comme machiniste. D'où son nom de ministre de la boîte à lunch, parce que c'est un gars issu de la classe ouvrière. Ben ouais. Donc, c'est le seul premier ministre de l'histoire. L'exception aurait pu être Pauline Marois, mais elle s'est rattrapée, en fait, parce que Pauline Marois, elle a un DEC de formation. Travailleuse sociale, ben oui. mais qui a été chercher après ça des études universitaires par cumul, je crois. OK. Puis elle a un bac en administration ou un bac en affaires publiques, quelque chose du genre. Mais Barrette est vraiment le seul premier ministre de l'histoire à n'avoir aucune éducation. Ah, Aucune, zéro. Paul Sauvé était un avocat, même chose pour Duplessis. Johnson, c'était aussi un avocat. Bertrand était aussi avocat. Donc, Mais l'évêque n'a pas fini son bac, lui. il a un bac en journalisme, non? Je pense pas que le fait. Non. En tout cas. Mais on parle d'un gars éduqué quand même. Il est à là, l'université. Tu sais, vous Il a comprenez? pas fini, C'est ça, est-ce que tu comprends? Oh, ouais. J'étais en train de te vieillir, excuse-moi. Merci. Mais Barrette, lui, il arrive là, il se situe dans la lignée de Duplessis, parce que l'autre, Sauvé, il dit désormais, il dit là, moi, c'est plus ça. Ouais. Là. Lui, Barrette, il va-tu récupérer l'héritage de Duplessis? Il va tendre à récupérer OK. parce que il faut comprendre que dans le cas de Barrette, c'est que personne ne veut y aller. Ah, Personne ne veut y parce aller. qu'on sent qu'on s'en va à l'abattoir. Parce qu'avec Sauvé, là, les dernières années de Duplessis, on voyait que c'était ses derniers milles. Et le jeune Jean Lesage, qui est là depuis 1958, du fédéral, qui va ramener les libéraux. Puis là, il est dans la modernité. Là. Mais là, Sauvé vient scraper leur plan. Parce que Sauvé, ses 100 jours sont célèbres. M. Bolduc en parle. C'est probablement les 100 jours les plus occupants de l'histoire. En seulement 100 jours, le nombre de chantiers qu'il a mis en place. Il s'est tué à l'ouvrage. C'est à peu près ça. Il y a des théories comme quoi qu'il se serait peut-être tué à l'ouvrage, effectivement. Fait que Barrette, il vient ramener ça, mais c'est comme un combat perdu, parce qu'il s'en va contre Oui, le parce Sage, que puis c'est là, ça. le Sage, Donc, il y a eu 2 morts à l'Union nationale. 2 grandes morts. Tu sais, on dit souvent, ils se sont... Parce que Duplessis aimait dire, puis mon Dieu, que je comprends pas comment que cet homme-là pouvait avoir... C'est pas correct, là, mais Duplessis, ça, c'est une strike que je donne contre Duplessis, c'est qu'il disait, mon parti ne me survivra pas. Franchement. Après moi, le déluge. Ouais. C'est... Mais c'était son parti, pareil. Ouais, c'est ça, mais sauf que... Parce qu'il l'avait créé, c'est une fusion. Ben oui, c'est ça. C'était la fusion du Parti conservateur. L'Action libérale nationale. Oui, l'Action l'Action libérale. ALN. Le neveu de Gouin, là. Oh, c'est ça. Puis lui, il s'était allié avec, mais Ben il a oui. comme... Ben oui. Ben, il lidait pas rien, là. Tu sais, je veux dire, c'est normal, là, tu sais. Le su être à deux, là, c'est un one-man show. Ah oui, C'est- c'est ça. Ben oui. Oui, tout à fait. Ça, on est d'accord là-dessus. mais tu vois... Mais il n'avait pas placé, il n'avait pas été... Lui, après moi, il a pu... C'est ça. Il n'a pas placé des choses pour dire... C'est pour ça que il y Paul aura un Sauvé après. devenait unanime, parce que c'était le bras droit de Maurice Duplessis. Donc, tout le monde s'est rallié rapidement vers... Mais là, une fois Sauvé parti, mais qui on place là? Puis tout le monde avait ses petits scandales.
interne. Parce que là, on parle d'un vieux parti. Là. Ils sont Ben là oui, depuis puis là, 16 ans. Là. on est là depuis 16 ans. C'est sûr qu'il y a des C'est affaires. ça. Tu sais, quand Fait il que y a là- une fin de régime, Fait que eux là, autres, Jody Bégin, tantôt tu parlais de la machine électorale, Ouais. c'était Jody Bégin, le député de Bellechasse, c'était lui l'architecte voyons, des tactiques électorales et tout ça. Lui, il est bourré de scandales. Il ira pas là. Donc, il y en a plein qui s'effacent. On finit par aller en dépit vers Barrette. Et même après la défaite contre le Sage, on lui met, c'est ce qu'ils vont faire, qu'il va s'en aller, c'est qu'on lui met une espèce de comité autour de lui. Il ne peut pas prendre aucune décision comme chef. Là. veut Dans tel l'encadrer. comité, il va avoir Bertrand, il va avoir un tel. Dans tel autre comité, il va avoir Johnson, il va avoir un autre tel, il va avoir Doswell, il va avoir... Puis là, à un moment donné, ça devient pour lui insupportable, puis il s'en va. il s'en va. Il claque la porte. Puis là, c'est Daniel Johnson qui va devenir chef de l'Union nationale. Exact. Il y a un rendez-vous électoral en 62 que les libéraux gagnent. C'était comme une élection référendaire sur la nationalisation C'est de ça. l'hydroélectricité. Puis... 66, malgré qu'ils ont beaucoup, beaucoup moins de votes que les libéraux. Pas beaucoup moins. 6,5 Oui. Ben là, c'est quelque chose, là, 6 là. Puis là, on était comme d'un système bipartiste. Oui. Oui. 6 c'est quelque chose. Ben, il y a 4 partis, en fait, mais Ouais, 2 petits partis qui sont là. Fait que l'Union nationale gagne. Parce que là, moi, la lecture que je fais, c'est qu'il y a du monde, il y avait une tendance qui trouvait que ça allait pas assez vite au Québec, Oui. avec la Révolution tranquille. Puis il y en a qui disaient, wow, Ça va trop vite. Jean, la taxe, là, ça va faire, là, les taxes, là, puis tout, là. C'est assez. Fait que l'Union nationale va ça. Mais Johnson va se ramasser premier ministre. Oui. Il va pas freiner l'élan de la Non, il ne Révolution freinera tranquille. rien. En fait, pas qu'il ne freinera rien. Il va redresser certaines choses, mais il va les réaligner dans certains cas. Mais il va quand même, surprenamment, continuer. Donc, quand on dit que le Sage, c'est le Sage qui a amené la stabilité dans l'État, c'est pas vrai, parce que mon père qui était qui était membre, qui était dans une famille d'unionistes, a eu sa première job à Côte-Nord parce que c'était les Cossettes, les magasins, les autres, ils venaient de l'Abitibi, et puis il y avait tous les magasins sur les chantiers, c'était tous eux autres. Mais quand le Sage prend le pouvoir, ils sont avisés que 1er janvier 61, vous finissez votre année 1960, puis mon père se voit le mandat de fermer le magasin. OK. Fait qu'il y avait encore Il y avait encore du patronage. OK. Oui, Puis, c'est ça, le mot, puis mon père m'a souvent dit, il y avait toujours, à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui venait pour, excusez-moi l'expression, écœurer, vous dire, vous savez que, il y avait de l'intimidation là, pour rappeler. Donc, puis le Sage aussi, j'ai des sources aussi au niveau... une personne à Sherbrooke que je ne nommerai pas parce que lui ne voudra pas que je le nomme, mais que son père était très haut placé dans la police provinciale à l'époque et qui pouvait témoigner que le gouvernement Lesage avec la police, ça ressemblait pas mal aux mœurs de Duplessis. OK. Donc, mais Johnson arrive. Arrive est le premier qui... Excuse, là, je te coupe, là, mais c'est le premier qui vient garder ses mandarins, garder ses... Puis Parizeau, Jacques Parizeau. Ben oui. Puis il y avait Morin. Claude il y avait Morin. Bolduc, il y en avait un autre dont j'oublie le nom. Et ils arrivent tous avec leur lettre de démission prête à rencontrer. Ben, c'est ça. Quand c'est une nouvelle gang, il faut tout se tasser. Voici notre lettre de démission. Puis Johnson, il va dire non, j'ai besoin de vous autres. Exact. Johnson va leur dire, je sais, M. Parizeau, ça c'est je cite Parizeau, dit, je sais que vous avez votre lettre de démission dans votre veston, à l'intérieur de votre veston, et je vous dis tout de suite que je la refuse. Donnez-moi une chance. OK. Il vient surprendre. Mais y a-tu, les lectures que tu as fait, évidemment, on n'est pas des contemporains, moi, plutôt Non. à ce moment-là, là. Mais est-ce qu'il a comme usurpé Johnson? Y a-tu comme menti aux gens en disant hey, nous autres, c'est l'Union nationale, là, ouais, on va se claquer ça, là, les révolutions, puis tout, là. Mais puis il arrive là, puis ce qu'on perçoit, c'est qu'il y avait comme la volonté de continuer. Oui, bien, il y avait deux choses. Tantôt, tu as parlé de l'élection référendaire de 62. Ouais. On voit notre ami, on arrive à... Johnson n'est pas contre l'idée de nationalisation lui-même. OK. Mais il ne peut pas parce que lui avait gagné... la stabilité de l'Union nationale reposait sur les années du Duplessis et lui-même en était le porte-étendard parce qu'il a battu Jean-Jacques Bertrand au leadership de 61, basé sur le fait que lui était la continuité de la philosophie unioniste, de stabilité, de dépenses. On est prêt, on ne se lance pas dans les grosses dépenses. Il savait que son fonds de commerce, c'était l'Union nationale, puis son comportement, là, moi, il me fait penser un peu à Pierre Marc.
Oui. quand il était premier ministre. Oui. Moi, je ne pense pas sûr que Pierre-Marc Johnson a été souverainiste dans sa vie. Ben, Daniel, Pas sûr, c'est moi. ça. Ben, pas sûr. Puis c'est drôle, dans le cas de Puis Peter. là, il jouait, dit, moi, je suis l'héritier de René Lévesque, Ouais. sur l'affirmation, puis Paradoxalement, je suis dans l'école de pensée. Pierre-Marc est le fils de Daniel, Ouais. comme Et- Daniel. et- 3 membres de la famille, oui, premier ministre. c'est du ça, puis Québec. de partis différents. Oui. Puis c'est. Daniel, je sais que si la famille Johnson, qui est des gens très, très, très gentils, de commerce agréable, des gens, puis avec beaucoup de prestance aussi, là, des gentlemen, que j'ai eu le temps de rencontrer quand j'étais maire de Danville, aimeront peut-être pas ce que je vais dire, OK? Puis et je comprends qu'ils ne cautionneront pas qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que je m'apprête à te dire. Mais je suis de cette école de pensée-là et je suis fédéraliste. Je ne te surprendrai pas si je te dis que je suis fédéraliste. Hein? Puis moi, je suis souverainiste. Mais ceci dit, je suis un fédéraliste décentralisateur, effectivement. Fait que, mais rouge ici avec des ambiguïtés. Avec des ambiguïtés. Donc, moi, j'ai aucune ambiguïté. Bon, ben là, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur les Johnson? C'est que je crois que Daniel Johnson était un fédéraliste désillusionné et qu'il était rendu à l'époque, qu'il était rendu... Dans son cheminement, je pense qu'il était rendu souverainiste. Il pensait que la suite, Ouais. la survivance... C'était pas son but. Parce que son but, c'était l'égalité d'abord et avant tout. Et si nécessaire. Peter White, j'ai interviewé Peter White. OK? Ça, J'ai fait oui, en fait, Peter White, c'était le partner d'affaires de Conrad Black. OK, bon. OK. Et ancien secrétaire parlementaire de Brian Mulroney. OK, bon. Et OK. aussi conseiller de Daniel Johnson. Il avait 28 ans à l'époque. Il était le conseiller anglophone Puis M. White était là 2 ans avec presque toute la totalité. C'est les derniers Johnson mois. père, là. Père, oui. Ouais, toujours. Et j'avais demandé à monsieur, évidemment, si je demande à M. Flamand, est-ce que M. Johnson était souverainiste, il va me dire oui. Si je demande à Gabriel Loubier, tantôt tu parlais dans la première émission, Québec, c'est ça. Mais Gabriel, qui a succédé à Jean-Jacques Bertrand, lui, il va... Non, il était fédéraliste, arrêtez-moi ces niaiseries-là. Là. Il n'était pas souverainiste du tout, M. Johnson. Bon. Et si je demande à M. White, j'ai demandé à M. White, je lui dis, il va me dire qu'il était fédéraliste. Évidemment, il me dit, non, il était fédéraliste. Est-ce qu'il aurait fait la souveraineté? Non. Mais le reste de la réponse m'a estomaqué. Peter White, c'est Peter White, il s'en vient dire, mais lui n'aurait pas été assez niaiseux, il aurait été assez intelligent pour gagner son référendum. Évidemment, M. White n'aimait pas M. Lévesque tant que ça, là, mais il s'en va dire ça, il aurait été assez intelligent pour le gagner. Mais ça, c'était un dilemme. Ben, contrairement, puis moi, j'ai lu Le Naufrageur et Le Tricheur de Jean-François Lisée. Que j'ai pas eu la chance de lire. Mais, tu sais, Bourassa a comme flirté, a donné l'impression qu'il envisageait peut-être la souveraineté, ce qui était, en tout cas, ce que révèle Lisée, si ça s'avère, c'était comme de la poudre aux yeux. Robert Bourassa a été, à cette époque-là de sa vie, l'échec de Meach, a été un fédéraliste à tout crin. Ce que tu me dis, toi, c'est que qu'est-ce que tu as entendu de gens qui ont été témoins de ça? C'est que Johnson a eu une pensée à faire la souveraineté pour de vrai. Oui. Puis c'est pas comme Bourassa, que c'était de la poudre aux yeux pour mater c'est sûr qu'il y avait une ambiguïté. Il y avait une ambiguïté. C'était un homme... Comme tous ceux qu'on vient de nommer, Lévesque, Bourassa, Johnson était aussi quelqu'un qui entretenait toujours une ambiguïté sur un paquet de sujets. Qui n'était pas ne serait-ce que l'éducation par l'État ou pas par l'État, ou des choses comme ça. T'sais. Johnson avait forcé des sœurs à s'entendre avec obtempérer puis donner ce que les séculaires, les employés séculaires voulaient, les enseignantes. Okay. Donc, déjà là, il y avait... Ça, pour Parizeau, ça avait été comme... C'est le patron. Okay. Il y avait, dans une entrevue anglophone, il avait dit...
ce jour-là, he showed he was the boss. Parce qu'il avait montré que là, la religion, wow. Là. C'est ça. Vous n'allez pas maltraiter le monde parce que là, vous êtes de mission divine. Et voilà. Donc, Johnson était un peu comme ça, dans le sens qu'il était désillusionné. Donc, dans ce que moi, je le lis de Godin, c'est Godin qui a fait aussi une biographie sur l'évêque, mais qui en a fait une, je pense, sur Bourassa, mais il en a fait surtout... Il est connu beaucoup pour celle qu'il a faite pour Johnson, qui est un peu dans ces mêmes formats-là. Il y a un tome 1, un tome 2. Là. Puis il en parle de cette ambiguïté-là qui faisait le succès de Johnson à l'époque parce qu'il fallait qu'il soit comme ça. Écoute, il y avait dans son même cabinet, il y avait des souverainistes, il y avait des fédéralistes. Ça chauffait, là. Puis c'est des enjeux, là, tu sais. Moi, j'ai rien contre les gens qui croient au Canada, là, puis c'est correct, là. Mais tu sais, quand tu te remets à cause de ton appartenance à ton pays, là, c'est des enjeux. C'est déchirant, ça, là. Oui. Mais Johnson, puis la famille Johnson, Daniel et Pierre-Marc, Daniel, le fils, et Pierre-Marc, ont eu des offres pour le fédéral. Toute leur vie. Daniel a été Daniel du Seigneur Junior. Ça, je l'ai eu de lui-même. C'était fait offert par Joe Clark d'être le lieutenant politique de Joe Clark de 79. Il a refusé, oui. Il a refusé. Okay. Puis, et il y avait tout en main, là. Puis, même chose pour du côté de Daniel, père. Il s'était fait offrir, lui, une position comme avec Diefenbaker, comme lieutenant politique de Diefenbaker, ce qu'il a refusé, tu sais. Mais il était aussi le canal privilégié Mais, puis, tu sais, si on fait un saut dans le temps, ce déchirement-là revenons à notre ami Duplessis, tu sais, s'il avait été vécu plus longtemps, aurait peut-être aussi eu ces déchirements-là. Oui. Puis, tu sais, le dernier, je dirais, vrai chef de l'Union nationale, Rodrigue Briron, lui, à un moment donné, il a fait le saut. Il a claqué à la porte, il était allé au PQ, effectivement. Oui, il a assumé ce déchirement-là. Lui, il a pris la tangente vraiment souverainiste, ce qui a marqué la fin de l'Union nationale. Oui. Parce que là, la question nationale faisait en sorte qu'il n'y avait comme plus de voix mitoyenne jusqu'à temps qu'arrive François Legault. Mais ça, on en reparlera d'autres fois. Non, mais Legault, c'est le retour à... Parce que là, notre politique québécoise, c'était t'es fédéraliste, t'es souverainiste. Oui, mais Puis Johnson avait comme fait quelque chose entre les deux. Mais là, il n'y a plus d'union nationale, plus de solution mitoyenne. Parce qu'on va se dire, le Parti libéral du Québec, c'est fédéraliste à tout craindre. Ah oui. Il se passerait n'importe quoi, ils vont rester fédéralistes. Je t'ai fait des gros soupirs, mais tu me ramènes à quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une émission, éventuellement. Et qui est vrai, c'est les similitudes entre la CAQ et le gouvernement de Johnson, parce qu'il y en avait plusieurs. Puis même dans les dossiers, il y en a eu. Je ne dis pas que la suite a été similaire, mais il y a quand même... C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est quelque chose qui... Fait que là, ça, c'est une belle émission qu'on vient de faire là. Hein? On vient avec une question qu'on répondra peut-être un jour. Oui. Hey, merci, Michel Plourde. C'était très intéressant, cette saga sur Maurice Duplessis qui nous a amené à parler de François Legault. Et de Daniel Johnson. Et de Gabriel Loubier, de Rodrigue Béron. Merci. Maurice Bellemare. Oui. Ah, ça, Maurice Bellemare. Mesureur de bois, hein, tu savais? Lui, c'était pas le PQ, c'était le PQ. PQ, oui. Et pourquoi vous dites ça, M. Bellemare? PQ, c'est pas gentil. Bien, on dit-tu barbecue ou barbecue? Sur ça, on se dit à la prochaine.